Bonsoir et bienvenue pour ce cours de cuisine exceptionnel de l'atelier des chefs avec Aoste. Nous sommes ensemble dans notre début de soirée pendant 1 heure autour de 2 recettes de mise en bouche. Alors apéritif, c'est le moment, j'en parlais tout à l'heure, c'est le moment d'inviter les amis, d'inviter la famille puisque nous allons réaliser 2 pièces cocktail sur notre jambon Aoste ce soir. Et on va donc réaliser une tomate mozzarella. Alors on va revisiter la tomate mozzarella, vous allez voir, on va la dresser dans une jolie verrine avec le jambon cru Aoste. Alors le jambon cru Aoste qui apportera vraiment un côté un petit peu boisé, fumé et qui va nous servir d'assaisonnement et pour un petit peu pimenter bien sûr cette préparation. Et donc on va accompagner cette préparation d'une mousse de tomate qu'on va réaliser dans un siphon, quelques cubes de mozzarella avec des petites tranches de pain de mie qu'on va faire toaster au four et un pesto maison. Et ensuite nous réaliserons un croustillant de gambas au jambon serrano Aoste Sélection. Alors Aoste Sélection, c'est Aoste qui a été sélectionné les meilleurs jambons pour vous. Donc là nous sommes sur du jambon serrano, un jambon espagnol avec du porc blanc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc notre jambon serrano va vraiment apporter un côté très croustillant puisqu'on va faire frire nos préparations. Le jambon va bien se tenir puisqu'on a un jambon qui est bien ferme, qui n'est pas trop gras, qui tient la cuisson parfaitement. Et donc on va enrober nos gambas de jambon serrano avec une petite feuille de brique, quelques feuilles d'estragon et un râpé de citron vert. À la maison, toutes les pesées sont prêtes, le matériel, les produits, comme ça vous êtes bien tranquille. N'oubliez pas le chat que vous avez sur votre droite. Je reçois vos questions en direct sur ma tablette. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez messieurs, dames, c'est parti pour une belle heure ensemble de cuisine autour du jambon Aoste. Alors nous allons commencer par notre recette tomate mozzarella au jambon cru Aoste revisité. Donc je vais vous présenter tous les ingrédients pour notre recette de maintenant. Donc nous avons un petit peu de purée de tomates, quelques pièces d'œufs. Vous pouvez voir, nous allons faire une émulsion tomatée. Donc l'émulsion tomatée, nous allons la réaliser dans un siphon à crème. Donc le siphon à crème avec le corps du siphon. On a la tête, on a la petite douille à cartouche pour pouvoir incorporer les cartouches de gaz. La petite sortie pour faire une jolie mousse. Donc très important d'avoir ce petit ustensile. Si vous ne l'avez pas à la maison, en faisant la mousse, je vous expliquerai comment s'en passer. Alors on n'aura pas le même résultat, mais on aura quand même une petite émulsion. Donc nous avons besoin pour notre émulsion de purée de tomates, de 3 pièces de blanc d'œuf que nous allons clarifier, un petit peu de sel et du piment d'Espelette. Ensuite, nous allons réaliser notre pesto. Alors le pesto classique, le pesto qu'on connaît très bien avec le basilic, avec l'ail, les pignons de pain, le parmesan, l'huile d'olive. Et on va réaliser notre pesto un petit peu à l'ancienne, puisque nous n'allons pas utiliser de mixeur ou quoi que ce soit, nous allons utiliser un mortier pour réaliser notre pesto. Alors, on va broyer nos éléments secs directement dans notre bol. Ensuite, on incorporera les feuilles de basilic et en toute fin, l'huile d'olive pour obtenir une pâte bien ferme. Donc, ces ustensiles sont pratiques pour notre recette, mais on pourra s'en passer, je vous expliquerai tout à l'heure quand nous allons réaliser le reste. Donc 2 tranches de pain de mie. Alors le pain de mie va apporter un petit peu de craquant, un petit peu de toasté sur nos bouchées de tomates mozzarella et bien sûr les grandes tranches que j'ai bien gardées au frais. Veillez à bien garder votre jambon au frais pour pouvoir le travailler plus facilement puisqu'on a un très bon rapport maigre. Le maigre, c'est la chair de la viande et le gras. Donc le gras, vous savez très bien ce que c'est. Donc on a un très bon rapport entre les deux et il vaut mieux les conserver au réfrigérateur avant de les travailler. Comme ça, on est tranquille et on va pouvoir travailler le jambon au mieux pour cette recette. Allez, nous allons commencer tout d'abord notre recette par mettre à préchauffer notre four à 240 degrés pour toaster les petits ronds de pain de mie que nous allons réaliser. Voilà, un four bien préchauffé, comme ça, notre pain ne va pas trop sécher, il va toaster, mais il va garder un petit peu de moelleux, tout en prenant vraiment du croustillant bien autour. Alors pour l'instant, le pain de mie, on y revient un petit peu plus tard. Nous allons commencer notre soirée sur l'émulsion tomatée, puisque notre émulsion tomatée doit un petit peu passer au frais pour bien prendre. Donc je récupère ma purée de tomates. Je vais récupérer aussi un saladier. Alors la purée de tomates, je la mets directement
dans mon saladier. Je vais récupérer une petite spatule pour bien récupérer l'ensemble de ma purée de tomates. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer le blanc des œufs. Alors les œufs, on ne va pas garder les jaunes pour nos recettes aujourd'hui, mais on va conserver le blanc. Pourquoi on met des blancs d'œufs dans notre émulsion? Puisqu'il faut toujours accompagner une émulsion, surtout si on la met en siphon, d'un corps gras ou d'un gélifiant. Alors gélifiant, feuille de gélatine, agar-agar, on pourrait aussi utiliser un petit peu de capa, hein, c'est un nouveau gélifiant qui arrive sur le marché. Mais là, on va utiliser des blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, c'est du compte des corps gras, hein, puisque le blanc d'œuf contient, du gras et c'est le plus neutre, hein, pour vraiment apprécier votre purée de tomates. On pourrait remplacer ces 3 pièces d'œufs par un petit peu de crème, mais ça va dénaturer la couleur et ça dénaturera légèrement le goût de la purée de tomate, alors que là, le blanc d'œuf, hein, cru a vraiment très peu de goût et ne va pas modifier le goût de votre recette. Donc, je clarifie mes blancs d'œufs. Alors, je prends un autre récipient. Je casse mon œuf sur le bord de mon poste de travail. Je récupère les blancs dans un récipient. Alors si je récupère les blancs dans un récipient et que je ne les mets pas directement dans ma purée de tomates, c'est pour vérifier, hein, que je n'ai pas de coquilles d'œufs dans mon ensemble, bien sûr. Je clarifie mes œufs. Donc nous ne gardons pas le jaune pour notre préparation aujourd'hui. Alors le jaune, on pourrait le conserver un petit peu au réfrigérateur, hein, jusqu'à demain, après-demain, ça pourrait aller. Mais après, il va croûter, il va sécher et le jaune d'œuf ne sera pas joli du tout. Donc j'ai récupéré mes 3 blancs d'œufs. Je vérifie bien à l'œil que je n'ai pas de coquilles dedans. Je récupère un petit fouet. J'incorpore les 3 blancs d'œufs à ma purée de tomates et je mélange bien. Alors vous voyez tout de suite la purée de tomate prend un petit peu de corps grâce à notre blanc d'œuf. Et bien sûr nous allons assaisonner, hein, notre petite émulsion tomatée avec du sel et du piment d'Espelette. Alors le piment d'Espelette, là on l'utilise pour la recette déjà, puisque le piment d'Espelette se marie parfaitement avec la tomate. Et puis c'est pour rester aussi dans les mêmes tons de couleur, hein. Donc 1, 2, 3 et 4 pincées de sel. Et on va mettre, allez, 2 bonnes pincées de piment d'Espelette. Après, le piment d'Espelette, ça peut être un petit peu fort si vous en mettez à outrance. N'hésitez pas à ne mettre qu'une pincée si vous craignez un petit peu la force du piment d'Espelette. Je remélange. On va faire dissoudre l'assaisonnement dans notre purée de tomates et nos blancs d'œufs. Voilà. Maintenant, cette préparation, nous n'allons pas tout de suite la verser dans le corps de notre siphon, puisque on peut avoir, alors on a forcément, puisqu'on a rajouté du piment d'Espelette, on a ajouté un petit peu de sel fin, on va avoir des toutes petites particules, des fines particules qui ne poseraient pas de problème si on ne mettait pas notre préparation dans un siphon. Mais j'attire votre attention sur le bouchon du siphon. Le bouchon du siphon, on a vraiment une très fine quantité qui peut passer à l'intérieur. Donc si notre liquide contient quelques petites impuretés, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'émulsion ne passera jamais dans votre siphon. Donc, étape très importante, je récupère une passette étamine, hein. Vous voyez, c'est cette petite grille très fine. On va passer notre liquide dans cette passette et on va récupérer toutes les petites impuretés que l'on peut avoir dedans. Je récupère un saladier. Une cuillère pour aider à faire passer l'ensemble. Regardez, je mélange. Alors on va bien faire passer, hein, l'ensemble de la préparation. On ne laisse rien dans la passette étamine pour bien tout récupérer.
Regardez, toutes ces petites impuretés qu'on a dans le fond de l'étamine, eh bien, ça aurait pu boucher notre préparation. Enfin, notre siphon, pardon, excusez-moi. La préparation ne sera pas bouchée, hein, ça sera bien le siphon. Voilà, on passe bien tous ces éléments à l'étamine. C'est terminé, on met ça de côté et on va donc récupérer le corps du siphon et faire glisser la préparation dans le siphon. Voilà. Une fois qu'on a mis toute notre préparation dans le siphon, nous allons le refermer. Alors, j'attire aussi votre attention sur le petit joint que vous pouvez voir en plastique, en silicone que nous avons sur la tête du siphon. Il est indispensable pour pouvoir refermer le siphon. Alors, si vous n'avez pas de siphon à la maison, cette préparation, vous la gardez au réfrigérateur dans votre saladier. Il faudrait un petit élément, c'est-à-dire, vous voyez, ce petit Bamix que j'ai derrière. C'est un mixeur plongeant pour pouvoir créer une émulsion dans votre préparation ou de faire exactement comme j'ai fait quand j'ai mélangé la tomate. Vous avez vu, au bout d'un moment, il y a une petite mousse qui s'est faite sur le dessus. Eh bien, on pourra récupérer cette petite mousse pour se passer de notre siphon. Mais rien de comparable avec le résultat du siphon. Vous allez voir, on va avoir une belle mousse bien fine, très très jolie. Donc, je referme le corps, enfin la tête de mon siphon. Alors, très important de bien le fermer hermétiquement avant de mettre le gaz dedans. Donc, je ferme fermement. Voilà. Je retire la petite douille à cartouche. Je récupère une cartouche de gaz que je mets dans la douille. Regardez, je retourne mon siphon. Alors là, on voit bien que c'est hermétique, il n'y a rien qui passe. Et je vais incorporer mon gaz. Alors, je commence à visser. Dès que je commence à sentir qu'on a une résistance au bout, je prends la douille dans ma main et j'incorpore. On le sent, on l'entend tout de suite. On a le gaz qui vient se mettre dans le corps du siphon. Je secoue un petit peu et on va mettre cette préparation au réfrigérateur jusqu'à la fin de nos préparations pour avoir une émulsion bien fraîche. Et plus elle s'afraîche, plus on aura une belle tenue sur l'émulsion. Voilà, première étape de fait. La purée de tomate, je vous rappelle, on a clarifié les 3 pièces d'œufs, on a récupéré les 3 blancs, ensuite on a bien mélangé l'ensemble, on a assaisonné de sel et de piment d'Espelette. Nous avons passé cette préparation dans une petite passette étamine et ensuite nous l'avons mis dans le corps du siphon, on a mis une cartouche de gaz et on l'a mis au réfrigérateur. Voilà, allez maintenant on passe à la deuxième étape. La deuxième étape ce soir sera la réalisation de notre pesto maison. Alors le pesto maison. J'en parlais tout à l'heure, les éléments, des pignons de pain, de l'huile d'olive, du parmesan, une pièce de gousse d'ail, une botte de basilic. Et pour réaliser notre pesto, nous allons utiliser une coupelle et un pilon. Alors le pilon, c'est justement cet ustensile qui va nous aider à écraser tous les éléments secs avec le basilic et l'huile d'olive. On va obtenir une pâte bien verte. Alors première chose à faire, pour notre pesto, on va éplucher la gousse d'ail, nous allons la dégermer. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je récupère une petite poubelle, une petite pointe de couteau. Je retire la base de ma gousse d'ail. Ensuite, je la coupe en deux comme ceci et je vais la dégermer. Alors la dégermer, c'est retirer le petit germe qu'on a au milieu, mais regardez, eh bien là, je n'ai pratiquement pas de germe. Vous pouvez le voir, en transparence, on a vraiment un germe qui est blanc. Le germe peut être aussi très vert dans l'ail, mais quand on a un germe blanc, ça ne pose pas forcément de problème. Je l'ai retiré quand même pour être bien sûr. Allez, je prends mon couteau, je concasse grossièrement l'ail, comme ceci. Chantal me demande, peut-on faire le pesto au mixeur? Très bonne question, Chantal. J'allais en venir justement, on n'est pas obligé d'avoir ce pilon, on peut utiliser le mixeur qu'on a derrière. Alors le problème qu'on va avoir pour réaliser notre pesto maison au mixeur, c'est qu'on a peu d'éléments. On a à peu près 100-150 grammes d'éléments et on ne veut pas non plus utiliser un grand ustensile pour pouvoir faire notre préparation. Donc là, on a juste besoin d'une coupelle et d'un pilon et on écrase l'ensemble. Mais si vous avez un mixeur relativement
relativement petit à la maison, on pourra l'utiliser sans problème. Alors dans ces cas-là, on récupère la gousse d'ail, on fait exactement la même chose, les pignons de pain, le parmesan, les feuilles de basilic, on mixe l'ensemble et on monte à l'huile d'olive. Allez, je continue. Alors maintenant que j'ai déjà épluché, dégermé mon ail et que je l'ai taillé en gros morceaux, je mets mes feuilles de basilic. Regardez, je prends mes feuilles et puis je les concasse un petit peu comme ça dans mes doigts. Alors une botte de basilic suffit largement. Vous allez voir, de toute façon, ce basilic va rendre bien verte notre préparation. Je ne mets pas les tiges, hein, je ne mets que les feuilles. Ensuite, j'ajoute les pignons de pain, le parmesan et je commence à écraser l'ensemble avec mon pilon. Alors si vous avez trop de masse dedans, un petit peu comme moi là, eh bien n'hésitez pas à en retirer un petit peu pour éviter que ça déborde, hein, tout simplement. Bernard me demande, y a-t-il une différence de goût entre mixé et pilé? Alors on va obtenir un verre vraiment très éclatant, hein, avec le mixeur. C'est-à-dire qu'on va vraiment mixer très finement notre basilic, on va incorporer un petit peu d'air dedans. Donc on va vraiment obtenir un résultat très probant en termes de couleur et puis en termes de goût aussi. Après, c'est vraiment pour vous montrer, hein, la méthode qu'on utilisait et qu'on utilise même encore pour faire les pestos maison. Hein, je peux vous dire que dans le sud, on prend le pilon, on prend tous les éléments et puis on appuie dessus comme ceci. On broie l'ensemble, on en fait une grosse pâte, hein, avec le parmesan, l'ail, les pignons de pain. Donc j'écrase, hein, je continue. J'ai encore les pignons de pain qui sont... J'ai certains pignons de pain qui sont encore bien durs. On commence à voir le verre, hein, qui se libère du basilic. Voilà. J'incorpore le reste. Et je continue à pilonner. Vous voyez, j'appuie, hein, les éléments vers le fond de mon bol. Ça broie les herbes et aussi tous les éléments solides. Je récupère une cuillère pour pouvoir décoller l'ensemble. Je vais déjà incorporer la moitié de mon huile d'olive à cette pâte. Alors 5 centilitres d'huile d'olive. Une première moitié pour aider à finaliser le pesto. Regardez cette petite pâte qui est en train de se réaliser sous notre pilon. Alors cette petite pâte verte, hein, on va pouvoir la conserver au réfrigérateur quelques jours. Et c'est très intéressant de pouvoir la conserver. On peut se faire, hein, le pesto comme ceci, un petit peu à l'avance, 2-3 jours à l'avance. Et puis on peut accompagner ce pesto de quelques pâtes fraîches, aussi d'une petite salade de roquette ou petite salade de tomates par exemple. Ça irait très bien. Alors regardez, ce joli pesto. Alors là on commence à... ça y est, on a notre pâte ferme, hein, notre pâte bien ferme. Je viens récupérer l'ensemble de ma pâte. Et ça va servir à garnir nos verrines, hein, puisque regardez, comme vous pouvez le voir sur la recette, on va utiliser des verres à pied, hein, pour notre préparation et on va avoir le pesto dans le fond de notre verre. Audrey me demande par quoi peut-on remplacer les pignons de pain. Alors les pignons de pain sont très difficiles à remplacer dans le pesto, puisque c'est comme si on essayait de se passer de parmesan ou de basilic. On pourrait
s'en passer, mettre quelques noisettes, mais on aurait quand même un goût qui sera très très différent. Il vaut mieux rester sur les pignons de pain puisque on va dire que c'est le fruit sec le plus neutre en termes de goût. Ça va apporter un petit peu de gras puisque le pignon de pain, est très très gras et c'est ce qui crée aussi de la liaison à notre pesto. Voilà, je mets cette préparation au réfrigérateur et on y revient un petit peu plus tard. Maintenant on va passer au toast puisque notre four, je vous rappelle, est à préchauffer à 240 degrés en chaleur tournante. Donc nous allons nous occuper de nos toasts de pain de mie. Alors pour réaliser les toasts de pain de mie, je vous explique un petit peu le principe de notre dressage ce soir. Je prends ma verrine, j'ai mon pesto dans le fond de ma verrine, par-dessus je vais mettre un disque de pain de mie, ensuite les cubes de mozzarella, le petit effiloché de jambon que nous allons réaliser et par-dessus la mousse de tomate. Donc on va dresser comme ceci, donc pour pouvoir mettre notre rond de pain de mie dans notre verrine, il faut déjà mesurer un petit peu la taille. Alors j'ai la chance d'avoir un emporte-pièce d'à peu près 4 cm, 4 à 5 cm de diamètre et comme vous pouvez le voir, qui correspond très très bien à ma verrine. Alors si vous n'avez pas ça à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre un verre, vous pouvez prendre aussi, pourquoi pas, quoi qu'il en soit, que ce soit rond et que ça tienne vraiment dans votre verrine, c'est très important. Donc je récupère mes tranches de pain de mie et je vais tailler 3 ronds dans mon pain. J'essaye de faire le plus rond possible. Voilà, nous avons donc 6 disques de pain de mie. Et ces 6 disques de pain de mie, nous allons les mettre sur une plaque allant au four. Et on va les enfourner jusqu'à ce qu'ils soient bien toastés, bien blancs. Donc je les mets sur ma plaque. Alors on garde bien sûr un œil sur les toasts puisque ça va aller vite. Je vous rappelle que le four est quand même à 240 degrés en chaleur tournante. Alors les parures de pain, on peut les conserver, on les met à sécher, on les mixe et ça vous fait votre chapelure de pain maison. Allez, on passe un petit coup de propre puisqu'on a fait pas mal de choses. On a fait notre émulsion tomatée, on a fait aussi notre pesto maison, on a réalisé des petits disques de pain de mie qu'on a mis à toaster au four. Et maintenant, nous allons passer à la réalisation. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur notre recette? Il nous reste à tailler la mozzarella et le jambon. Alors, on va d'abord sortir la mozzarella. Alors, belle mozzarella, moi j'ai une mozzarella bufala, c'est la meilleure, c'est la mozzarella de bufflone. Alors, ce qui est intéressant avec ce fromage, c'est qu'on a un cœur qui est bien coulant, qui est vraiment onctueux. Donc sur la recette, vous pouvez voir qu'il est marqué de tailler des cubes de mozzarella. Mais comme vous pouvez le voir, la mozzarella a un cœur assez coulant. Si vous avez une bonne qualité de mozzarella, vous pouvez voir au centre, c'est très très souple. Donc on est très délicat pendant le taillage comme moi, c'est-à-dire, regardez, je fais vraiment un mouvement de scie important sur la mozzarella pour éviter de la casser et de l'écraser aussi. Ensuite, je retaille mes moitiés, mes tranches soit en 2 ou en 3. Je garde la lumière dans mon four pour ne pas oublier mes toasts. Voilà, une fois qu'on a taillé notre mozzarella en petits bâtonnets comme ceci, je récupère les bâtonnets et je les taille en cubes réguliers. Et voilà, ces petits cubes de mozzarella vont venir sur nos petits toasts. Je rince mon petit bol. Alors, faites attention en ce qui concerne la mozzarella, puisqu'elle contient énormément d'humidité, donc évitez de la remettre dans quelque chose d'humide. Prenez un récipient bien sec et bien propre. Chantal me demande, quelle mozzarella utilisez-vous? Bien de la mozzarella bufala. Je ne vous dirai pas de marque, puisqu'on n'est pas là pour parler d'une autre marque que l'Atelier des Chefs et Aoste aujourd'hui. Mais on est sur une mozzarella bufala, une mozzarella de bufflone, donc une bonne qualité de mozzarella.
Et puis contrairement à Aoste et l'atelier des chefs, on peut trouver sur plusieurs marques différentes un produit qui est quand même de qualité. Voilà, les cubes de mozzarella au réfrigérateur, on ne garde pas le fromage dehors, comme ça on est bien sûr de conserver toute sa texture. Et maintenant, nous passons au taillage de nos grandes tranches à Aoste. Alors j'en parlais tout à l'heure, ces grandes tranches vont vraiment apporter de l'assaisonnement à notre préparation, vont apporter du peps, vont apporter vraiment déjà une texture très intéressante puisque on a une bonne texture de jambon. Alors on va l'effilocher ce jambon, hein, on va le tailler un petit peu finement en fines lamelles et ensuite donc on va mettre par-dessus nos cubes de mozzarella ce petit effiloché de jambon et on terminera par notre émulsion tomate. Donc on va récupérer 3 tranches de notre barquette. Qu'on les récupère très facilement. Nos toasts sont presque prêts. Voilà, 3 tranches de jambon suffira largement. Regardez, belle couleur, belle texture. Jambon très pratique à tailler comme vous pouvez le voir. Hein. C'est un jambon qui tient parfaitement, qui ne s'effiloche pas quand on le retire de la barquette. On va pouvoir même empiler les tranches les unes sur les autres comme ceci. Alors on fait attention au toast, hein, bien sûr. Et nous allons donc tailler notre jambon finement. Un petit millimètre d'épaisseur, hein, on va faire un bel effiloché. Ça va apporter vraiment une ponctuation importante, hein, comme un point d'exclamation après une phrase. Eh bien là, le jambon sera le point d'exclamation de notre petite bouchée. Voilà, les toasts sont prêts. Je récupère un torchon. Regardez, belle couleur. Ils n'ont pas trop bougé. On sent qu'ils sont encore un petit peu moelleux. Ils sont blonds. On s'arrête là. On va les mettre de côté pour l'instant. On y reviendra en toute fin de soirée. Allez, on continue à tailler notre jambon. Une fois qu'on a taillé le jambon, bien sûr, on le conserve au réfrigérateur avant de faire notre montage, puisque le montage de cette petite pièce, nous le ferons vraiment qu'en toute fin de cours. On va couper le four aussi, hein, pas besoin de gaspiller de l'énergie pour rien. Je récupère un récipient, mes petites lamelles de jambon. Vous avez vu, un belle tenue pour le taillage, très pratique à tailler. Hein. Le jambon n'a pratiquement pas bougé. Regardez, en plus, le jambon, on a empilé les tranches les unes sur les autres, mais regardez, les filochés s'effilochent parfaitement. Hein. Le jambon, souvent quand on a du jambon de mauvaise qualité et qu'on veut faire un taillage dessus, on les empile les unes sur les autres, on a l'impression que les tranches se rentrent les unes sur les autres. Regardez, la belle tenue du jambon, on peut l'effilocher très facilement. C'est vraiment un jambon très intéressant en termes d'assaisonnement et de taillage. Allez, on le met au réfrigérateur et on y revient en toute fin de recette. Nous allons passer maintenant à notre deuxième recette de la soirée. Donc fini la tomate mozzarella au jambon cru à Aoste, il ne nous reste que le dressage à réaliser. Et nous allons passer sur le croustillant de gambas au jambon serrano Aoste Sélection. Emmanuel me demande quelle est la différence entre le jambon serrano, le jambon de Bayonne et le jambon de Savoie. Alors déjà, on est sur des affinages qui sont complètement différents. On est sur des provenances aussi qui sont complètement différentes. Alors, le jambon de Bayonne et le jambon serrano sont des jambons qui appartiennent à Aoste Sélection. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher vraiment les meilleurs des jambons de cette région. Le jambon de Savoie, alors le jambon de Savoie, c'est aussi un jambon qui est très typique d'une région, qui a un côté boisé, un petit peu fumé, alors qu'il ne l'est pas du tout, et qui a une texture, une tenue très agréable en termes de cuisson et aussi en termes de salade. Le serrano, c'est un jambon espagnol. Le jambon de Bayonne, c'est bien de chez nous et puis bon, c'est un joli jambon. Et le jambon de Savoie aussi, c'est un jambon de chez nous. Alors, jambon de Savoie aussi, on le fait un petit peu justement dans les contrées un petit peu suisses et allemandes, mais c'est pas du tout pareil que le jambon de Savoie à Aoste ou que le jambon de Savoie à Aoste. Allez, maintenant,
on passe au croustillant de gambas au jambon serrano Aoste sélection. Donc pour cette recette, nous avons besoin de 6 tranches de jambon de serrano, grande tranche Aoste sélection. Donc moi j'ai 2 barquettes puisque nous avons des barquettes de 4 tranches. On va récupérer 6 tranches qu'on va tailler en 3 chacune puisque nous allons réaliser 18 pièces de petits croustillants de gambas aujourd'hui. Donc pour cela, nous avons besoin de gambas, 18 pièces, de quelques brins d'estragon, à peu près 3 ou 4, du citron vert et des feuilles de briques. 3 pièces de feuilles de briques que nous allons tailler en 6 et on obtiendra donc 18 petites entre guillemets petites parts de pizza, 18 petits triangles et on va faire notre montage de gambas croustillantes avec ceci. Première chose à faire pour notre recette aujourd'hui, vous pouvez voir que devant moi j'ai une casserole avec un fond d'huile, à peu près 1 litre d'huile de friture et on va mettre à chauffer cette huile pour la cuisson de nos croustillants. Alors on va le monter à peu près à 180 degrés. Alors moi j'ai une induction, donc une induction ça va très vite. Donc je ne vais pas mettre tout de suite mon feu au maximum, je mets mon feu moyen plus. Alors j'aime bien utiliser ce terme puisque ma plaque va jusqu'à 15 et je suis à 10. Donc on est un tout petit peu au-dessus du feu moyen. Donc on va la faire chauffer le temps de réaliser nos pièces avec nos gambas croustillantes. Première chose à faire, nous allons décortiquer les gambas aujourd'hui. Donc pour l'instant, les feuilles de briques, on les conserve bien au réfrigérateur pour pas qu'elles ne sèchent trop. Toujours bien les conserver, ne pas les garder dehors. Surtout, très important. Sinon, elles sèchent en moins de 5 minutes et après, on ne pourra plus les manipuler. Elles vont devenir très cassantes. Alors c'est un petit peu comme le jambon, c'est pareil, le jambon, si on n'a pas un bel emballage comme Aoste propose, eh bien ce jambon taillé en tranches va avoir tendance à sécher, à perdre du goût et à devenir cassant. Allez, on continue nos gambas. Alors j'ai ma petite poubelle sur le côté, on va les décortiquer. Donc je récupère un plat pour pouvoir récupérer mes corps de gambas. Donc je retire la tête et ensuite nous allons saisir les petites pattes. Alors décapode la petite gambasse, décapode, c'est 10 pattes. C'est systématique, c'est toujours la même chose. Et donc on va venir saisir les petites pattes en dessous du corps de nos gambas et on retire la petite carapace. On va faire ça sur toutes nos gambas et ensuite on va retirer le petit boyau qu'on peut trouver à l'intérieur. Je vais venir vous montrer comment retirer ce boyau. Ça va être très facile, on va juste faire une petite incision et on va tirer dessus. Pas besoin de conserver la petite queue de la gambasse puisque nous allons l'enrober entièrement dans notre jambon et dans notre pâte à briques. Alors je retire la tête, la carapace, en prenant par les pattes dans un premier temps. J'évite d'arracher la chair pour conserver vraiment toute la chair et surtout ne pas en jeter avec la carapace. Sandy me demande comment affine-t-on le jambon? Alors on le fait sécher dans une pièce qui n'est pas trop chaude, dans un endroit bien sec bien sûr. Et alors tout dépend du temps d'affinage de certains jambons. Par exemple sur un jambon de Bayonne on serait sur 7 mois et tout dépend de l'affinage de votre jambon, tout dépend de la provenance, tout dépend le goût que vous voulez donner à votre jambon parce que sur un jambon, c'est un petit peu comme un vin jambon, plus il vieillit, plus il prend un goût un petit peu spécial. Il y a des vins qui se consomment jeunes et d'autres vieux, et bien c'est pareil pour les jambons, c'est exactement le même principe. On n'est pas sur les mêmes principes chimiques, bien sûr, puisque au niveau organoleptique, le levain est un petit peu plus compliqué que le jambon. Malgré ça, on a énormément justement de particules organoleptiques dans tous les jambons. Les particules organoleptiques, c'est ça qui fait le goût dans les préparations. Rose me demande comment bien conserver un jambon à l'os comme celui que vous avez. Doit-on le conserver à l'air? Alors,
moi, je vous conseillerais rose. Si vous voulez conserver votre jambon, si vous avez un petit garage à la maison, hein, vous savez, c'est une pièce qui n'est pas chauffée, c'est une pièce qui est souvent sèche, hein, il ne faut pas se leurrer, même si on a eu beaucoup d'humidité ces derniers mois, mais on est quand même dans une pièce qui est relativement sèche puisqu'on a un air qui passe assez régulièrement. Vous le mettez dans du gaz. Alors, le gaz, hein, vous savez, c'est ce petit tissu hein, qu'on utilise souvent pour les plaies, tout ça. Eh bien, on l'enveloppe de gaz. Alors ça, le gaz, on peut le trouver. Hein, vous pouvez le trouver chez votre charcutier. Vous demandez un gaz à jambon. Il va vous le donner. Logiquement, il devrait l'avoir dans son établissement. Et bon, il va vous le facturer, bien sûr. Et donc, vous mettez le gaz tout autour de ce jambon et vous pouvez le conserver. Alors, tout dépend de la provenance du jambon et de la manière dont il a été salé. Puisque plus un jambon est salé, plus il peut se conserver longtemps. Hein. C'est complètement logique. C'est un petit peu comme du saumon. Le saumon fumé, par exemple, on va le mettre à saler pendant à peu près 10 à 12 heures. Ensuite, on va le mettre à dessaler 1 à 2 heures. Et après, là, le fumage va intervenir. Là, on n'a pas du tout fumé le jambon. On l'a salé et on l'a fait affiner, c'est tout. Après, tous les producteurs ont des méthodes différentes pour pouvoir affiner leur jambon. Allez, je continue à décortiquer mes gambas. Pat me demande, garde-t-on la carapace de la queue de la gambasse? Alors Pat, on pourrait la conserver. On pourrait la conserver pour faire un petit bouillon, de crustacés, pour pouvoir aussi, pourquoi pas, faire une bisque. Et oui, on peut faire une bisque de corps de gambasse. Alors dans ces cas-là, on ne jette ni la carapace, ni les têtes. On récupère une petite carotte, un petit oignon, un petit peu d'ail, de thym, du laurier, pourquoi pas, quelques tiges de persil plat. Et ensuite, donc, on fait chauffer un grand récipient avec un filet d'huile d'olive bien fumante. On fait revenir nos têtes et nos carcasses dans ce récipient de cuisson bien vivement. À côté, on émince finement l'oignon, la petite carotte, on écrase la gousse d'ail de la paume de la main. On met cette garniture une fois qu'on a bien fait revenir les carapaces et les têtes. Ensuite, on peut déglacer avec un alcool. Alors, cognac, vin blanc, Calvados aussi ça marcherait. Un petit peu de Porto pour donner pourquoi pas un petit peu de couleur à votre ensemble. On fait bien réduire à sec. Ensuite, on mouille à l'eau à hauteur, hein, à la hauteur de vos légumes et de vos carapaces. On porte à ébullition cet ensemble. On va faire frémir cette préparation pendant à peu près 30 à 40 minutes maximum. Ensuite, on prend la petite passette étamine que j'ai utilisée tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, pour faire mon siphon à crème. On passe cette préparation dans cette petite passette, on récupère le jus et ce jus peut vous servir autant pour cuire vos risottos, pour cuire vos poissons en courbouillon ou à mettre à réduire, crémer un petit peu de beurre et vous avez votre bisque de gambas. Rose me demande, et si on n'a pas de garage? Alors si on n'a pas de garage, choisissez la pièce la plus sèche de votre maison. Alors c'est souvent la chambre. C'est souvent la chambre, je vois très mal le jambon au milieu de votre chambre. Évitez la cuisine. Ce qui est important, c'est d'éviter la cuisine, puisque la cuisine, c'est souvent, avec la salle de bain bien sûr, la pièce la plus humide. Et l'humidité, c'est justement hein, l'ennemi numéro 1 de l'affinage du jambon. Donc toujours dans un endroit bien sec. Voilà, on a décortiqué nos gambas. Ah, il m'en reste une. On va pas l'oublier. Voilà. Donc on les a juste décortiqués. Maintenant, on va retirer le boyau. Alors, petit boyau à l'intérieur du corps de la gambasse qui traverse le dos de la gambasse ici, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, la gambasse se courbe naturellement. Hein, donc on a le dos qui est ici. Regardez, je récupère une petite pointe de couteau. Je viens faire une toute petite incision à la base de la queue comme ceci. Et je récupère le boyau avec ma pointe de couteau. Et regardez, le boyau sort tout seul. Et on va faire ça sur toutes nos pièces de gambas. Alors il vaut mieux le retirer, hein, puisque je vous épargne hein, je vous épargne des composants de l'intérieur du boyau de la gambasse, mais il vaut mieux le retirer même s'il est blanc. Au moins on ne prend pas de risque et on a vraiment le meilleur du produit. Comme à Host Sélection qui vient chercher votre Serrano, le meilleur du Serrano, eh bien, il faut toujours aussi accompagner un bon produit d'un autre bon produit. Donc il ne faut surtout pas hésiter à travailler au maximum pour vraiment lui donner le meilleur goût.
Je vous rappelle qu'on a toujours notre casserole avec notre huile de friture en chauffe pour la cuisson des gambas. Regardez, hein, sur certaines, il vaut mieux le retirer hein, parce qu'on retire quand même des petites particules noires qui vont donner de l'amertume à notre gambas. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le retirer, hein. Surtout quand il n'est pas très joli, comme sur certaines de mes gambas. Donc petite incision à la base de la queue, je viens saisir le haut du corps de la gambasse, je tire et je retire le petit boyau. Lily me demande, je n'ai pas de gambas, puis-je les remplacer par des crevettes? Alors, si oui, dois-je modifier l'assaisonnement? Alors non, en termes d'assaisonnement, ça ne changera pas trop. Par contre, Lily, je vous conseille de mettre 2 crevettes pour une gambasse, hein. C'est-à-dire que moi, j'utilise 18 pièces de gambas. Je vous conseille de rajouter un petit peu de crevettes, puisqu'on n'est pas sur la même taille de produit, hein. Regardez, la crevette est quand même légèrement plus petite que ma gambasse. Alors, si vous avez des belles crevettes, ça ne posera pas de problème. Mais si elles sont un petit peu petites, n'hésitez pas à en rajouter une pour la préparation. Voilà, nos gambas sont décortiquées et déboyautées. Alors je ne sais pas si ce terme existe, mais en tout cas, je l'invente pour mes gambas. Voilà, maintenant nous allons passer à l'estragon. Alors l'estragon, très simple, on va récupérer les tiges et je passe mes doigts sur les tiges pour retirer les quelques feuilles d'estragon. Alors pas besoin hein, d'avoir énormément d'estragon, une demi-botte suffit. Moi j'avais une belle botte d'estragon, je ne pense pas que je vais passer l'ensemble. On ira mettre vraiment quelques feuilles d'estragon dans notre petit croustillant pour éviter bien sûr hein, que l'estragon prenne le dessus en termes de goût. Puisque l'estragon c'est une herbe aromatique qui est très puissante en goût. Donc il faut éviter de trop en mettre. À peine 3 feuilles par croustillant suffira largement. Audrey me demande par quoi peut-on remplacer l'estragon? Alors avec du basilic, hein, on en a utilisé tout à l'heure dans notre pesto, on pourrait utiliser voilà, du basilic, quelques feuilles de coriandre pourquoi pas. Dans le meilleur des cas, en tout cas dans les cas les plus courants, pardon, on pourrait utiliser aussi du persil, ça irait très bien. Paul me demande quelle est la différence entre une crevette et une gambasse. Déjà, surtout la provenance, hein, puisque la gambasse, on a vraiment du mal à en trouver dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée, où on les trouve vraiment très difficilement et très localement, pardon. Et alors que là, les gambas, on est plus sur des produits asiatiques, vietnamiens. Hein, le plus grand producteur de gambas au monde, c'est le Vietnam, hein, qui fait justement ces gambas grises. Alors que la crevette, on est sur une taille différente. On est sur la même famille, hein, on est sur les décapodes, j'en parlais tout à l'heure, on est toujours sur la même famille, mais on va dire que allez, la crevette, c'est le cousin germain de la gambasse. Voilà, l'estragon est effeuillé. J'attire votre attention aussi sur la pièce de citron vert. On ne va pas récupérer le jus de notre citron vert, nous allons récupérer les zestes. Et pour cela, j'ai une râpe à zeste et on va venir zester dans nos petits croustillants avant de les rouler notre citron vert. Donc tous nos éléments sont prêts, excepté bien sûr notre jambon serrano. Alors le jambon serrano, c'est un jambon qui a été cherché par Aoste Sélection. Donc vous pouvez voir hein, le drapeau espagnol hein, sur ce jambon. Alors donc c'est un jambon espagnol. Alors pour faire la différence, hein, vous connaissez sûrement la pata negra. Alors la pata negra aussi hein, qui a été vraiment, enfin Aoste Sélection a été vraiment chercher le meilleur de la pata negra. Mais là on est sur du serrano. Et la grosse différence, hein, donc le serrano nous sommes sur du
porc blanc et la pata negra, comme son nom l'indique, nous sommes sur du porc noir. Donc on a un porc qui est un petit peu moins gras hein, que le porc noir et donc il va avoir une tenue exceptionnelle en termes de cuisson et aussi qui va apporter vraiment un petit côté épicé. Alors quand je parle d'épicé, hein, ça ne va pas être fort en goût en termes de poivré, mais ça va apporter vraiment, parce qu'on va la cuire, hein, cette petite tranche de serrano, elle va avoir une belle tenue, elle va se concentrer en goût et ça va contrer un petit peu le côté un petit peu neutre hein, de la gambasse. Avec l'estragon et le citron vert, vous allez voir, ça fait vraiment un super mélange. Allez, je continue. Serrano, les grandes tranches. Donc je vais récupérer 6 tranches de jambon serrano. Regardez cette belle tenue de jambon. Hein, on a vraiment une tranche, on le sent hein, sous les doigts, qui est un petit peu plus sèche qu'un jambon normal. Et c'est justement hein, le fait qu'il soit sec comme ça qui va vraiment pousser la tenue du jambon en cuisson. Donc j'ai d'abord 4 tranches que je vais couper en 3 comme ceci. Je récupère une petite assiette. Donc je les coupe délicatement en 3. Allez, je récupère encore 2 tranches de jambon serrano Aoste Sélection. Et je finis de tailler mes tranches en 3 morceaux. Voilà, le jambon est taillé. Je le mets, on ne va pas le mettre au frais puisqu'on va faire notre montage. On va sortir tout de suite les 3 pièces de feuilles de briques. On va retirer le papier entre chaque feuille. Je vais superposer les 3 feuilles de briques. Et nous allons tailler nos feuilles de briques en 6 parts égales. Je récupère mon couteau. On va d'abord les tailler comme ceci en 2. Voilà. Une fois qu'on les a taillés en 2, on va tailler dans un premier temps
en triangle comme ceci. Et ensuite, nous allons passer au montage de notre pièce. Alors, indispensable pour le montage de nos pièces, nous allons utiliser des petits pics en bois pour pouvoir maintenir l'ensemble de notre feuille de brique, de notre jambon, de la gambasse et de tous les éléments que nous allons mettre dedans. Donc, je récupère des petits pics en bois. Alors, moi, j'ai des petits pics en bambou. Des petits cure-dents, ça suffira parfaitement à la maison. Alors, je récupère une tranche de jambon que je mets, enfin un morceau de jambon que je mets dans le fond sur ma pâte à briques. Question de Martin, pourquoi la gambasse change-t-elle de couleur après la cuisson? Alors c'est comme beaucoup hein, de crustacés, hein, comme le homard, comme le crabe, comme aussi la crevette, hein, puisque la crevette à la base elle est grise, hein, elle n'est pas toute rose quand elle nage dans l'eau. C'est simplement le contact de la chaleur qui change la pigmentation de la chair. Je n'ai pas le nom de la particule chimique exacte pour pouvoir vous répondre, mais voilà, c'est simplement le contact de la chaleur qui rend cette carapace orange. Donc j'ai mis mon jambon. Une fois qu'on a mis notre jambon, je vais récupérer quelques feuilles d'estragon. Le moulin à poivre que je garde à proximité. Je récupère une pièce de gambasse que je mets à la base comme ceci. Je récupère le citron vert que je râpe légèrement sur chaque petit croustillant. Un petit tour de moulin à poivre. Je récupère ma feuille de brique et je roule l'ensemble. Et je maintiens avec un petit pic en bois comme ceci. Alors si vous voyez hein, que la pâte dépasse un petit peu trop, n'hésitez pas à mettre un petit coup de couteau. Et on va faire ça sur nos 18 pièces de gambasse. Alors on peut même en faire hein, un peu plus, hein, puisque là on a fait 3 d'un coup. On peut monter à 4, voire à 5. Évitez d'en faire trop d'un coup, puisqu'après hein, la feuille de brique va devenir cassante. Donc je récupère le jambon. On le sent hein, sous les doigts, ce jambon va avoir une tenue vraiment exceptionnelle en termes de cuisson. Evelyne me demande, peut-on préparer le matin et les frire le soir? Oui, mais évitez de les garder trop longtemps puisque après la pâte à brique va s'imbiber d'humidité et après même après cuisson on aura quelque chose de trop souple. Excusez-moi, je remets un petit peu mon tablier. Et je continue à rouler mes petites pièces. Alors on aura un petit peu de retard ce soir, hein, mais on a bien regardé nos techniques différentes, on a bien regardé, bien fait le tour de nos produits. Là, il ne nous reste que la cuisson de nos petites pièces à faire et le montage de nos tomates mozzarella revisitées.
Allez, on va même monter à 5. Donc dans un premier temps, la feuille de brique, le jambon par-dessus, quelques feuilles d'estragon, le râpé de citron vert, le petit tour de moulin poivre sur chacune, et je roule l'ensemble. Ah. Petite feuille d'estragon a voulu s'enfuir. Ah oui, hein, dans la cuisine, hein, ça commence un petit peu à sentir la friture, c'est complètement normal, hein, puisque nous allons frire nos éléments. Allez, il ne nous en reste plus que quelques-unes à faire. Ah, bah alors celle-là. Notre petit râpé de citron vert. Et voilà. J'enroule délicatement. Je pique. On va aussi se préparer une assiette avec du papier absorbant pour pouvoir égoutter nos petites bouchées une fois qu'elles sont cuites. Alors vous allez voir, ça cuit très très vite, hein. Dans un bain d'huile à peu près à 180 degrés, on va les laisser quelques secondes, une petite minute, voire mais pas plus. La gambasse, la pâte à briques a tendance à vraiment cuire vite. Voilà, regardez. Toutes nos petites bouchées sont réalisées. Je récupère une assiette pour mettre mon papier absorbant. J'en récupère une autre pour mettre mes petites bouchées comme ceci. Alors le papier absorbant pour pouvoir égoutter, hein, pour pouvoir retirer l'excédent d'huile. Alors j'ai ma friteuse, enfin mon huile qui a peut-être un petit peu trop chauffé, donc je l'ai retirée tout simplement du feu. Et avant de lancer la cuisson, hein, vu que notre huile est un petit peu chaude, on va s'occuper du dressage de nos verrines dans un premier temps. Allez, donc on va récupérer nos 6 verres et on va passer au dressage final de nos pièces.
Question de Chantal, peut-on les cuire au four? Si oui, combien de temps? Oui Chantal, on pourrait les cuire au four, surtout avec le jambon Serrano à haute sélection. Il va avoir une belle tenue. Par contre, si vous n'êtes pas sur une bonne qualité de jambon, évitez de les faire au four, puisque le jambon risque vraiment de fondre pendant la cuisson. Et c'est pareil dans la friteuse. Hein. Mais le jambon, ça sera un petit peu plus flagrant, pardon, puisque on va les laisser un petit peu plus de temps. On les laissera dans un four préchauffé à 200 degrés. On les laissera 4-5 minutes. Allez, 5-6 minutes, ça ira très très bien. Allez, maintenant, je récupère mes verrines. Je vais sortir le pesto dans un premier temps. Ma petite pâte de pesto que je mets dans chacun des fonds de mes verrines. Alors, on va bien répartir l'ensemble. Si comme moi là, vous faites un petit peu de dégâts sur les bords des verres, eh bien on va s'appliquer à bien les nettoyer pour avoir vraiment des verrines bien jolies. Une odeur magnifique hein, ce pesto. Voilà, une fois qu'on a mis notre petit pesto dans nos verrines, je viens récupérer les petits toasts que je mets comme ceci par-dessus. Je récupère la mozzarella. Alors pendant ce temps, hein, on va essayer un petit peu nos fritures. J'en mets une première dans un premier temps. Ma friteuse est revenue à une température convenable. Donc regardez, hein, ça va très très vite. Vous avez vu, la coloration se fait pratiquement immédiatement. Il faut savoir que la gambasse cuit en très très peu de temps. Donc regardez, voilà, quelques secondes, ça suffit largement. On va les faire 3 par 3. Pendant ce temps, on va continuer notre dressage, hein, tout en gardant un œil attentif à notre friteuse. Allez, pour éviter de faire des bêtises, on va rester devant, puisqu'il ne nous reste plus grand chose à faire sur notre dressage de verrine. Alors je vous conseille de laisser les petits pics pour la dégustation, puisque ça sera beaucoup plus simple d'aller les saisir hein, que de les retirer, puisque après pour les saisir on n'aura que la pâte à brique, on risque de casser notre petite pièce, et puis pour vraiment l'apprécier, laissez le petit pic pour la dégustation. Alors faites attention, hein, si ça fait des petits éclats, c'est normal, hein, la gambasse contient beaucoup d'eau, donc on peut avoir des petites éclaboussures, donc il faut quand même faire très attention. Hein, c'est de l'huile qui est très chaude. Et puis quand ça brûle l'huile, ça ne pardonne pas. Donc on fait très attention. Regardez ces belles petites pièces hein, qui ont pris vraiment du volume. Et puis on voit le jambon en transparence qui a pris du croustillant. Hein, autant que la pâte à brique, hein, ça renforce encore le côté croustillant de notre petite pièce. Allez, pendant ce temps, je vais mettre un petit peu de mozzarella sur chacune de mes tranches de pain de mie toasté. Et les 3 dernières. Faites bien attention hein, d'en garder vraiment pour toutes les verrines. Alors on pourrait en rajouter un petit peu plus, hein, mais ça suffit largement pour une petite pièce. Cette petite pièce pour votre apéritif pourra, à des proportions différentes, servir parfaitement hein, d'entrée.
sur des proportions qui seront quand même différentes. Je récupère mon effiloché de grandes tranches Aoste que je mets comme ceci par-dessus. Alors pareil, on fait attention d'en mettre sur chaque verrine. Alors voilà, j'ai eu tendance à en mettre un petit peu trop dans la première, c'est pas grave, j'en récupère un petit peu. Vous avez vu, hein, c'est ce petit effiloché qui fait vraiment déjà son effet visuel et qui va faire vraiment son effet en termes de goût. Hein. Ça va apporter vraiment un assaisonnement bien particulier à votre pièce. Tomate mozzarella, si vous ne l'assaisonnez pas, hein, on est bien d'accord, on est sur quelque chose qui n'est pas très bon. Si on a des bons produits, quoi qu'il en soit, ça sera bon, mais il faut toujours bien assaisonner vos préparations. Et c'est le moment d'utiliser notre siphon. Alors tout à l'heure, j'en parlais. Pour l'instant, on a mis une cartouche dans le fond de notre siphon. On va essayer, avant d'essayer dans nos verres, dans un bol pour voir si l'émulsion passe parfaitement. Pas besoin de rajouter bah si, on va avoir besoin d'en rajouter. Ouais, je vais rajouter une cartouche. Puisqu'en fait, le corps de mon siphon est un petit peu grand. Et pour pouvoir vraiment avoir du gaz en permanence dans ma préparation, je secoue encore un petit peu. Et voilà. Ma petite émulsion tomatée. Regardez cette belle couleur. Ça apporte vraiment, hein, ça permet de revisiter la tomate mozzarella. On la connaît peu sous cette forme. Et voilà donc nos petites pièces de tomate mozzarella revisitées. Et on va faire un joli dressage sur nos petites pièces de gambas croustillantes. Alors, joli dressage, on va prendre une assiette creuse. Hein, et puis c'est bien de mettre ça vraiment en volume, hein, sur une belle assiette. Et voilà donc nos deux pièces cocktail de dressé, enfin nos deux pièces apéritives. Alors n'hésitez pas, c'est le moment de passer à l'apéritif avec soit votre famille ou vos amis. Et on a fait deux recettes magnifiques autour de notre jambon à os. Donc notre tomate mozzarella revisitée avec nos gambas croustillantes au jambon de Serrano Aoste Sélection. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous indique, hein, n'hésitez pas à aller poster les photos de vos réalisations sur la page Facebook Aoste. Le replay de cette émission, si vous n'avez pas pu la suivre entièrement, sera disponible demain sur la chaîne YouTube Aoste. Et je remercie Aoste, hein, de nous avoir fait travailler de si belles recettes, hein, puisque on a fait 3 cours live en tout, on en a fait voilà, de très très belles. On est prêt pour faire un bel apéritif autour du jambon et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec un produit aussi bien sélectionné. Allez, je vous donne rendez-vous pour un prochain cours en direct et à très bientôt, au revoir.
Bonsoir, bienvenue à l'atelier des chefs ce soir pour un apéritif à Aoste. Je vous invite à me suivre. Voilà pour vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Ce soir, cours un peu spécial puisqu'on a travaillé en partenariat avec Aoste. L'idée, en fait, c'est de se servir des produits, différents produits Aoste comme base en fait de cuisine. Parce que Aoste, tout le monde connaît, et il y a aussi en fait un réel sérieux derrière au niveau de la sélection. Donc, au niveau des recettes, on aura un risotto aux fenouilles. On aura aussi donc, les fameuses cigarettes à la brousse. Donc ici on a de la brousse de brebis qu'on va travailler avec un petit peu de basilic, et on roulera tout ça donc avec les tranches de jambon et la feuille de pain. On fait revenir un petit peu dès que vous voyez que oignons et fenouil commencent à être bien brillants. On soulève ensuite délicatement le cercle. Très bonne soirée avec des bons produits et surtout des petites techniques pour apprendre à cuisiner. C'est une marque qui est connue, qui a une bonne réputation, les produits sont de qualité, donc voilà, c'est une marque de confiance. Très instructive, et puis on se rend compte qu'avec des aliments simples, on peut faire des choses super bonnes, donc ça fait plaisir. Et le résultat est fabuleux, ça donne envie après de cuisiner à la maison, de repas. J'en achète déjà habituellement, donc je découvre pas spécialement, mais oui, je vais continuer à en acheter. Bonsoir, bienvenue à l'atelier des chefs ce soir pour un apéritif à Aoste. Je vous invite à me suivre. Voilà pour vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Ce soir, cours un peu spécial puisqu'on a travaillé en partenariat avec Aoste. L'idée, en fait, c'est de se servir des produits, différents produits Aoste comme base en fait de cuisine. Parce que Aoste, tout le monde connaît, et il y a aussi en fait un réel sérieux derrière au niveau de la sélection. Donc, au niveau des recettes, on aura un risotto aux fenouilles. On aura aussi donc, les fameuses cigarettes à la brousse. Donc ici on a de la brousse de brebis qu'on va travailler avec un petit peu de basilic, et on roulera tout ça donc avec les tranches de jambon et la feuille de pain. On fait revenir un petit peu dès que vous voyez que oignons et fenouil commencent à être bien brillants. On soulève ensuite délicatement le cercle. Très bonne soirée avec des bons produits et surtout des petites techniques pour apprendre à cuisiner. C'est une marque qui est connue, qui a une bonne réputation, les produits sont de qualité, donc voilà, c'est une marque de confiance. Très instructive, et puis on se rend compte qu'avec des aliments simples, on peut faire des choses super bonnes, donc ça fait plaisir. Et le résultat est fabuleux, ça donne envie après de cuisiner à la maison, de repas. J'en achète déjà habituellement, donc je découvre pas spécialement, mais oui, je vais continuer à en acheter.